Nous sommes le dimanche 1er mars 2026 et c'est clairement une de ces dates qu'on va retrouver dans les manuels d'histoire économique de la Belgique d'ici quelques années. Ouais, une date historique, on peut vraiment le dire. Aujourd'hui, c'est l'entrée en vigueur officielle d'une transformation absolument radicale de notre paysage social. En fait, on parle de la grande réforme de l'assurance chômage. Et surtout de l'introduction de ce concept totalement inédit chez nous, le fameux droit au rebond. Exactement. Et pour notre décryptage d'aujourd'hui, la pile de documents qu'on a sur la table, elle est juste fascinante. On a vraiment de tout. C'est ça, on a des textes très pointus. Voilà, il y a les directives ultra techniques de l'ENM, donc l'organisme qui gère l'emploi, et de la CAPAC pour le paiement des allocations. Mais on a aussi une analyse stratégique hyper intéressante d'un laboratoire d'innovation managériale, le inet.lab. Sans oublier la vue d'hélicoptère. Oui, la vue macroéconomique avec les prévisions de l'UC Louvain. Et puis pour ancrer tout ça dans la vraie vie, on a épluché des rapports d'associations de terrain, comme SNK et le magazine En Marche. Et le but de notre exploration d'aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de dépasser les gros titres des journaux. Absolument. Comprendre la mécanique technique, bien sûr, mais surtout saisir les ondes de choc sur l'économie, sur la psychologie des travailleurs et sur ces fameux angles morts de la société. Alors, juste avant qu'on plonge vraiment dans les chiffres et la mécanique de ces lois, je pense qu'il y a une petite précision qui s'impose, surtout vu le climat actuel. Je t'écoute. On va aborder des mesures d'activation, des politiques d'austérité, des impacts sociaux lourds. Et ça, ce sont des sujets qui enflamment très très vite les débats. Ah ben c'est hautement politique, oui. Donc, il faut que ce soit limpide pour notre auditoire. Les voix de cette analyse ne prennent strictement aucun parti. Ni de gauche, ni de droite, ni d'ailleurs. C'est la règle d'or. Voilà. Notre rôle, c'est de rapporter froidement, de manière totalement neutre, les faits, les données et les arguments tels qu'ils figurent dans ces sources, sans jamais endosser les opinions ou les idéologies de leurs auteurs. Le cadre est posé, c'est parfait. Bon, décortiquons ça. Allons-y. Historiquement, la Belgique, c'était vraiment l'exception européenne, hein, avec ce système d'allocation de chômage qui était, en théorie, illimité dans le temps. C'était un pilier central de l'État-providence belge, ouais. Mais ça, c'est officiellement terminé. À partir d'aujourd'hui, le plafond est fixé à 24 mois maximum pour le chômage complet. Comment ça fonctionne concrètement, cette bascule? Parce que c'est plus du tout un chèque en blanc. Ah non, absolument plus. C'est une mécanique d'horloger maintenant. En gros, il faut imaginer un socle de base garanti de 12 mois. Ok, 12 mois pour tout le monde. C'est ça. Et ensuite, on peut y ajouter jusqu'à 12 mois supplémentaires. Mais attention, ces mois-là, ils doivent être mérités par le passé professionnel. C'est-à-dire? La règle mathématique de l'ONM, c'est que pour chaque tranche de 4 mois de travail supplémentaire prouvé, on gagne un mois d'allocation en plus, jusqu'à buter sur ce plafond strict des 2 ans. C'est un changement de paradigme énorme. Total. Et en parallèle, les textes confirment que les allocations d'insertion, donc pour les jeunes qui sortent de l'école, elles subissent le même coup de rabot. Elles sont plafonnées à 1 an maximum, avec un stage d'insertion limité à 156 jours. Mais ce qui est assez vertigineux, je trouve, c'est la façon dont cette limite de 24 mois s'applique à ceux qui sont déjà dans le système depuis des années. J'ai lu les textes transitoires et c'est pas un gros bouton on-off. Non, pas du tout. C'est conçu comme des vagues, une espèce de marée qui monte. C'est une très bonne image. Le législateur a organisé des fins de droit échelonnées. C'est pas un couperet unique. La première vague est déjà passée d'ailleurs. Ouais, au 1er janvier 2026, ça a frappé les personnes avec une allocation forfaitaire qui cumulait plus de 20 ans de chômage complet. Eux, ils ont déjà perdu leurs droits. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, 1er mars, c'est la deuxième vague. Le couperet tombe pour ceux qui ont entre 8 et 20 ans de chômage. Ah oui, quand même. Et le mois prochain, au 1er avril, bim, ce sera le tour de ceux ayant moins de 8 ans de chômage dans cette période. Donc la transition est séquencée, mais ses effets restent très brutaux. Cela dit, dans toute cette rigueur, faut préciser qu'il y a des boucliers. Tout le monde ne saute pas dans le vide en même temps. Les textes prévoient des exceptions mémorables. C'est vrai. Par exemple, les travailleurs des arts ont des règles différentes. Il y a aussi un aménagement pour les personnes de plus de 55 ans. Mais les conditions sont musclées. Faut prouver 30 ans de carrière dès 2025. Et un détail crucial, c'est que cette exigence va se durcir. Les textes de l'ONEM disent que ça va passer à 35 ans de carrière exigée d'ici 2030 pour garder ce bouclier des 55 ans. Et le bouclier ultime, c'est la formation, non? Absolument, c'est la clé de voûte du système d'activation. Si tu entames une formation pour un métier en pénurie, Genre infirmier ou aide-soignant, exactement, les soins de santé surtout. si tu commences ça, le chronomètre des 24 mois est gelé. Il s'arrête de tourner pendant toute la durée ininterrompue de la formation. C'est un aimant géant, en fait. On utilise le maintien vital des allocations pour attirer les gens vers les secteurs qui hurlent au manque de bras. C'est toute la stratégie. Bon, et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Parce qu'à côté de ce bâton, il y a une carotte inédite, le fameux droit au rebond. Le renversement d'une règle historique. Avant, dans le droit belge, démissionner, c'était sauter d'un avion sans parachute. Tu t'excluais toi-même du chômage. C'était des semaines, voire des mois de sanctions financières, la hantise totale. Ouais, c'était punitif. Mais aujourd'hui, on introduit ce parachute de secours. Sauf que si on lit bien les conditions de la CAPAG, c'est pas open bar du tout. On peut tirer sur la corde qu'une seule fois. Une seule et unique fois dans toute ta vie professionnelle. Et pour l'utiliser, il faut déjà un fameux bagage. Le texte exige 3120 jours de carrière. Ça fait quoi ça en année? Environ 10 ans de travail cumulé. Et même avec ça, le filet est court. C'est 6 mois d'allocation maximum. Pas plus. Ça peut monter à 12 mois à une seule condition. Si la personne entame une formation vers un métier en pénurie dans les 3 premiers mois de sa démission et qu'elle l'a réussi, Donc on est très très loin du chômage de confort. ah oui, c'est sous très haute surveillance. Ce qui est fascinant, c'est la lecture qu'en fait l'INET.lab. Eux, ils regardent pas ça comme une ligne de budget. Ils voient une bascule psychologique majeure. Ils donnent carrément 8,5 sur 10 à la mesure. Ouais, leur argument est captivant. Ils parlent de la survie dans un monde qu'ils appellent banni. Banni. On peut s'arrêter 2 secondes là-dessus. Parce que ça explique bien la fatigue ambiante. Bien sûr. C'est un acronyme anglais. Brittle, anxious, non-linear, incomprehensible. En français, fragile, anxieux, non-linéaire et incompréhensible. C'est joyeux. N'est-ce pas? L'idée, c'est que les carrières d'aujourd'hui, c'est plus la petite échelle prévisible d'il y a 40 ans. Tout va trop vite. Restructuration, technologie qui change tout. Ça crée une explosion des risques psychosociaux. L'anxiété est partout. Hmm. Et dans ce monde-là, offrir ce droit au rebond, c'est restaurer le sentiment de contrôle de l'employé. Et ça, c'est vital pour la santé mentale. L'analyse cite d'ailleurs Sacha Pfeiffer, un expert du burn-out. Il explique que l'épuisement naît souvent du sentiment d'impasse. Le fameux « je peux pas partir ». Voilà. L'employé qui se lève et se dit « Cet endroit me détruit, mais j'ai un crédit, des enfants, si je démissionne, j'ai 0 €, je suis coincé. » En donnant ce droit au rebond, on redonne le pouvoir de fuir un environnement toxique. Ça évite un burn-out chronique super coûteux pour la société. C'est un amortisseur hyper puissant. Mais attention, le inet.lab donne 8,5, pas 10. Et la nuance est fine. Pourquoi pas 10? Parce que ce parachute, il agit en aval, une fois que le mal est fait. La loi ne structure pas du tout la prévention dans l'entreprise. Elle soigne pas la vraie maladie, qui est souvent un management toxique ou une mauvaise organisation. On sauve la victime, mais le système qui l'a broyé reste en place. Ah oui, d'accord. Et ça nous amène directement à l'impact sur le monde des entreprises. Le labo lâche un terme assez fort, cette loi est un révélateur organisationnel. Une vraie bombe à retardement pour certains patrons. Jusqu'à hier, beaucoup de boîtes retenaient leur talent juste par la peur du vide financier, une rétention par contrainte. Une prise d'otage financière, ouais. Mais là, en supprimant ce risque pour les profils de plus de 10 ans d'expérience, la dynamique s'inverse. En 2030, l'employé ne se dira plus « est-ce que c'est risqué de partir ?», mais plutôt « pourquoi je resterai ?» La conséquence directe, c'est que les PME toxiques vont subir une fuite de leurs meilleurs éléments. Les boîtes saines, elles, n'ont rien à craindre. Mais les autres, ça va faire mal. Alors, prenons un peu d'altitude. Qu'est-ce que tout ça signifie pour l'économie belge en général? Parce que les prévisions de Lucelle Houvin dans Regards économiques brossent un tableau, disons, beaucoup moins enthousiaste. Ah, c'est sûr, on change d'ambiance. On parle d'une croissance molle pour 2026, à peine 1,0%. Et ce qui frappe, c'est l'impact direct de cette réforme sur la consommation privée qui tombe à plus 0,9%. Comment une réforme du chômage plombe-t-elle la croissance à ce point? C'est très mécanique, en fait. Lucelle Houvin explique que quand tu exclus des dizaines de milliers de personnes de leurs allocations, tu amputes le pouvoir d'achat global. Logique. Or, une personne avec de très faibles revenus, elle a une propension marginale à consommer très élevée. C'est-à-dire que chaque euro reçu est immédiatement dépensé. Voilà, au supermarché du coin, à la boulangerie, pour payer l'énergie, l'argent reste dans l'économie locale. Si on coupe ça, la consommation chute, les commerces trinquent et la croissance nationale plafonne à ce fameux 1%. C'est hyper clair. Mais là où le rapport devient presque ironique, c'est sur les chiffres de l'emploi. Ils anticipent une baisse du taux de chômage, 6,1% fin 2026, avec 21 000 demandeurs d'emploi en moins. À la télé, ça va ressembler à une victoire. Exactement. Mais les universitaires lèvent un énorme drapeau rouge là-dessus. Et pour cause. C'est une grosse illusion d'optique. Cette baisse vient pas de 21 000 personnes qui ont trouvé le CDI de leurs rêves.
Non. Ça vient surtout du fait que les exclus, via les vagues dont on parlait, perdent leur statut et sortent littéralement des statistiques officielles de la population active. Ils disparaissent des graphiques. Le chômage baisse parce qu'on efface les chômeurs, en gros. C'est un peu ça. Et le paradoxe est encore plus fou. J'ai regardé le tableau des créations d'emplois. Il y a 40 000 postes nets prévus, c'est bien. Mais quand on regarde où se créent ces emplois, c'est glaçant. Dans la santé et l'action sociale. Oui, l'hypothèse soulevée, c'est que cette hausse est en partie dopée par les CPA. Les centres publics d'action sociale doivent embaucher des assistants sociaux en urgence absolue pour traiter les dossiers des gens qui viennent de perdre leur chômage. Donc, l'économie crée de l'emploi pour gérer la misère créée par la politique, censée encourager l'emploi. La boucle est bouclée. Et ce paradoxe macroéconomique, ça nous ramène brutalement à la réalité humaine, sur le terrain. Au-delà des pourcentages, il y a des vies. Et les documents associatifs sont durs à lire. Oui, l'analyse des syndicats, par exemple. Et Syndicat défend les personnes en situation de handicap. Et ils mettent un coup de projecteur sévère sur des victimes totalement invisibles, les aidantes et les aidants proches. Le document parle d'un drame social pur et dur. La réforme veut de l'activation, forcer les gens à chercher un emploi. Sauf que ce logiciel, il explose face à un aidant proche. Surtout que ce sont en majorité des femmes. Voilà, des femmes qui ne travaillent pas, non pas par paresse, mais parce qu'elles s'occupent à temps plein d'un parent vieillissant, d'un conjoint malade, d'un enfant handicapé, et ça parce qu'il n'y a pas assez de place dans les structures de l'État. C'est la double peine selon l'association. Elles font un travail colossal, non rémunéré, qui pallie les failles de l'État, et on vient les exclure du chômage parce qu'elles ne sont pas actives sur le marché classique. En ignorant totalement que leur rôle d'aidant est une contrainte insurmontable pour prendre un plein temps. Et Senka pointe une vraie défaillance institutionnelle d'ailleurs, l'échec du handy streaming. Ah oui, le handy-streaming, c'est l'obligation légale d'évaluer toute nouvelle loi sous le prisme du handicap pour éviter les discriminations indirectes. Et là, les aidants proches sont passés complètement à travers les mailles du filet. On a fait une loi pour des travailleurs standards en oubliant ceux qui portent les personnes vulnérables à bout de bras. Ce qui amène la question ultime. Face à ces exclusions en cascade, chômeurs de longue durée, aidants proches, où tombent ces gens ce 1er mars 1 ? L'article du magazine En Marche répond de façon très crue. Le dernier filet avant la rue, c'est le CPAS, le revenu d'intégration sociale, le REIS. Mais c'est une sacrée plongée dans la précarité, ça. Les montants sont très bas. L'article parle d'environ 876 € pour un cohabitant et 1 314 € pour une personne isolée. Et c'est pas automatique du tout, faut passer une enquête sociale minutieuse. On fouille dans les comptes du ménage. Cela dit, l'article de En Marche souligne quand même un détail vital, un parachute sanitaire au milieu de tout ça. Perdre son chômage aujourd'hui ne veut heureusement pas dire perdre sa carte de mutuelle tout de suite. Heureusement, oui. Les textes précisent que si la personne était en règle de cotisation l'année précédente, la couverture des soins est maintenue jusqu'au 31 décembre 2027. Un sas de presque 2 ans. Le but des autorités, c'est d'éviter qu'à la crise sociale s'ajoute une crise de santé publique aiguë. Faut pas que ces gens arrêtent d'aller chez le médecin. D'ailleurs, l'article rappelle de bien vérifier son droit au statut BIM, l'intervention majorée, pour réduire les frais. Bon, quand on rassemble toutes ces pièces du puzzle, l'image globale, elle est saisissante. La Belgique vient de modifier l'ADN de sa solidarité. Complètement. D'un côté, une pression colossale avec ce chrono de 24 mois qui pousse vers l'emploi ou vers le CPAS. De l'autre, la soupape du droit au rebond pour fuir les emplois toxiques. Cette ingénierie sociale, elle sculpte vraiment le comportement de la société entière. Que l'on soit manager, cherchant à retenir ses talents, économiste regardant la consommation, ou simple citoyen soucieux de solidarité, l'impact est là. Et pour clore notre analyse, il y a une réflexion très provocatrice qui émerge des textes sans y être explicitement résolue. Laquelle ? Si le but de limiter le chômage, c'était de faire des économies au niveau de l'État fédéral, mais que le résultat concret, c'est de transférer des dizaines de milliers de personnes vers le RIS des CPAS. Ah oui, sachant que les CPAS sont financés localement. Par les communes, est-ce qu'on fait vraiment une avancée économique nationale ou est-ce qu'on assiste juste à un immense tour de passe-passe comptable ? On soulage le budget fédéral pour écraser les finances locales. Exactement. Le transfert d'un fardeau gigantesque, le risque, c'est tout simplement de fracturer et de mettre en faillite les budgets de nos communes d'ici 2030. Et ça, ce sera décisif à surveiller pour l'avenir.